4 à 6 personnes. C'est bon? Eh bien, bonjour, et puis bienvenue donc au Lieu Secret pour cette troisième discussion dans le cadre du Mois des Adoptés, la première édition du Mois des Adoptés en France, en Suisse et au Québec. Donc là, le Lieu Secret, c'est à Paris, dans le 14e, en France. Et aujourd'hui, on va donc discuter de la représentation des personnes adoptées et puis la représentation aussi de l'adoption en général dans le cinéma. Donc moi, ce qui m'intéressait pour avoir cette discussion aujourd'hui, c'était d'un petit peu d'abord explorer, on va dire, la place des personnes adoptées dans l'imaginaire collectif, parce qu'on ne s'en rend pas compte, mais en fait, il y a de nombreux personnages adoptés qui traversent l'histoire du cinéma, mais aussi de la culture populaire en règle générale. Et donc, je vais commencer avec le plus célèbre, dont on oublie souvent que ce qui a fait sa célébrité, c'est sa posture de personne adoptée, et c'est Oedipe. Parce qu'on entend souvent parler du complexe d'Oedipe, etc., mais on oublie que toute cette tragédie est fondée sur un acte premier, qui est celui donc de l'abandon d'Oedipe et de son adoption, qui va lui permettre par la suite donc de tuer son père et d'épouser sa mère. Et tout au long de l'histoire comme ça, on va se rendre compte qu'il y a des personnages adoptés et qui permettent de servir, on va dire, de mythologie et souvent d'histoires soit effectivement très tragiques, soit de morale, et qui vont permettre aussi de peut-être venir questionner notre humanité. Et quand on regarde l'histoire du cinéma, c'est la même chose. Ou l'histoire toujours des religions, Moïse aussi, c'est une histoire d'adoption. Et c'est une histoire de quelqu'un qui va venir par la suite venger son peuple. Et donc il y a aussi toujours cette vision de l'adopté qui est soit magique, parce que Moïse a des super pouvoirs, il peut séparer la mer en deux, etc., mais qui peut aussi être une figure quelque part d'infiltré, d'intrus. Moïse va venir ensuite la révolte, et donc il y a cette question de quelle est la place de ces adoptés, font-ils vraiment partie de leur famille, et on retrouve ça dans plein d'histoires, et plus, on va dire récemment par exemple, avec le personnage de Superman. On oublie aussi souvent que Superman, il est adopté par cette famille de terriens, donc lui, là on est dans l'adoption extraterrestre, mais donc c'est toujours aussi une autre forme de mythologie, et donc c'est la même chose. Est-ce que Superman, avec ses pouvoirs, va décider de protéger les humains et de passer du côté du groupe le plus faible, ou est-ce qu'il va aussi rester d'une certaine façon fidèle à ses origines extraterrestres? Donc ce qui m'intéressait, c'est que souvent, on va dire le caractère d'adopté de ces personnages mythiques et de ces personnages de fiction finit par disparaître. Mais ce qui reste bien, c'est leur dimension magique et ou dangereuse, et ou pouvant potentiellement perturber l'ordre établi. Donc, puisque la psychanalyse, les religions et la pop culture sont traversées de personnages adoptés, mais qu'on oublie, on finit par oublier qu'ils sont adoptés, eh bien on se rend compte finalement que l'adoption fait quand même partie de notre imaginaire collectif et de notre quotidien, simplement on ne le pense pas ou on ne le voit pas comme tel. Et ce que je trouve intéressant dans le parcours de ces adoptés, c'est qu'ils sont miroirs de questions partagées par l'ensemble de l'humanité, à savoir qui sommes-nous et d'où venons-nous, et puis quelle aussi capacité nous avons d'agir sur notre destin. Parce que ce qui est intéressant, par exemple, dans le personnage d'Oedipe, c'est que son destin a été scellé à l'avance par l'oracle. Dans le personnage de Superman, c'est pareil, son destin est scellé par son père qui décide de lui, biologique, qui décide de le sauver et donc de le placer sur Terre, etc. Donc quelle est aussi cette capacité à se réapproprier son histoire dans l'histoire du cinéma, mais aussi dans la vie des personnes adoptées. Donc, ce que je voulais aussi vous dire, c'est qu'un des films que j'aurais aimé qu'on voit pendant le cycle Le Mois des Adoptés et qu'on n'a pas pu avoir en France, c'est Velvet Goldmine. Et Velvet Goldmine, c'est pareil, c'est pas forcément un film auquel on va penser de prime abord pour parler de l'adoption, et pourtant c'est la même chose. La scène d'ouverture de Velvet Goldmine, c'est encore des extraterrestres qui déposent un nourrisson devant une porte victorienne, et donc il se trouve que ce nourrisson deviendra plus tard Oscar Wilde. Et donc l'espèce de théorie de base dans Velvet Goldmine, c'est que tous ces personnages un peu flamboyants de la culture et des arts en Angleterre, donc Oscar Wilde, puis ensuite David Bowie, etc., sont finalement des extraterrestres qui ont été déposés dans des familles anglaises et puis qui se mettent comme ça à développer ces personnalités absolument flamboyantes et à devenir des artistes. Et moi, je dois avouer que c'est peut-être la première fois de ma vie dans un film, bien plus par exemple pour Velvet Goldmine, mais aussi parce que j'étais adolescente, que Superman,
où je me suis vraiment identifiée et où je me suis dit, oh, ça se trouve moi aussi, donc parce que moi je suis une personne adoptée, je me suis dit c'est vrai qu'en fait moi aussi je pourrais être une extraterrestre qu'on a déposée comme ça devant chez ses parents ou en tout cas qu'on a déposée quelque part à Lyon, etc. Et j'aimais vraiment beaucoup cette vision-là de quelque chose, encore une fois, de magique, qui vient d'ailleurs et qui expliquerait aussi un certain nombre de mes, on va dire, spécificités ou de pourquoi je me sentais toujours un petit peu à côté. Et donc, comme ça m'a fait beaucoup travailler et ça a vraiment, on va dire, nourri mon imagination, ce film Velvet Goldmine, je me demandais justement si pour des personnes qui travaillent plus généralement dans le cinéma ou dans les séries, s'ils avaient eu aussi ce rapport à certains films ou à certaines séries que moi j'avais pu avoir en tant que personne adoptée, parce que je me suis rendu compte que finalement souvent c'est pas du tout ce qui restait dans la compréhension ou dans la vision du film, le fait que ces personnages-là soient adoptés, alors qu'en fait c'est ce qui constitue aussi beaucoup leur caractère, leur identité et ce qui fait leur singularité. Donc pour moi, et pour que vous compreniez un peu aussi où je veux aller avec cette discussion et pourquoi je pense qu'il y a vraiment quelque chose à voir sur le personnage adopté dans les films, mais dans la mythologie et la culture populaire en général, je vais vous donner un concept qui vient de la sociologie et qui est le concept d'outsider within. Alors la meilleure traduction, même si ça ne se traduit pas littéralement en français, ce serait la traduction de marginal de l'intérieur ou étranger de l'intérieur. Et ce concept, il a été développé aux États-Unis par Patricia Hill Collins, qui est une sociologue donc, et une féministe noire américaine, parce que quand elle était jeune, en train de faire ses études, elle s'est trouvée dans une posture, on va dire, qu'elle avait besoin d'expliquer. Et sa posture, c'était qu'elle était simultanément invisible, parce qu'il n'y avait personne comme elle à l'université, et on ne parlait pas des femmes noires dans le corpus sociologique, et en même temps, elle était extrêmement visible, puisqu'en fait, elle était justement une des rares femmes noires à l'université et qu'elle se trouvait dans cette double position d'être visible, invisible, d'être extrêmement intégrée, parce que pour une femme afro-américaine, dans les années 60-70, se retrouver à l'université et pouvoir poursuivre un doctorat, c'était avoir fait un parcours, on va dire, d'intégration et d'assimilation dans la culture majoritaire blanche. Et de l'autre côté, elle se retrouvait en marge absolue au sein de cette institution, parce qu'elle faisait effectivement partie de la minorité, c'est-à-dire des femmes et noires qui étaient au sein de l'institution sociologique. Et ce concept-là d'outsider within a été repris en 2006 par des universitaires adoptés aux États-Unis qui ont écrit le premier recueil de collections d'articles universitaires, mais aussi de poèmes écrits par des personnes adoptées aujourd'hui adultes. Et ce livre s'appelait Outsider Within, écrire sur l'adoption transraciale. Et la question, c'était comment est-ce qu'on se représente quand on est une personne noire, comme moi par exemple, qui grandit dans une famille blanche. Puisque nous, on est effectivement ça. Nous sommes les outsiders within, les personnes adoptées. On est manifestement différents et on va même être associés dans la société aux immigrés, à des personnes qui auraient grandi dans des familles noires, justement, qui auraient grandi avec une autre culture. Et pourtant, on est complètement assimilés parce qu'en fait, on grandit dans des familles blanches françaises. Et donc, on a l'apparence, on va dire, des autres. Et en même temps, on est dans l'assimilation totale et l'intégration la plus totale puisqu'on a été incorporé dans des familles blanches françaises dès le départ. D'où le fait que ces universitaires américains aient choisi d'intituler leur livre Outsider Within. Et je trouve que cette notion-là, celle de l'outsider within, donc d'une certaine façon de l'infiltrer, ça informe justement la façon dont sont construits les personnages adoptés souvent dans les films et de quelles sont leurs ambivalences et leur rapport aussi de loyauté. Et ça, je parle de ça par exemple par rapport au film Indochine dont on parlera plus tard, qui est un film qui repose beaucoup sur cette question de la loyauté. Est-ce que cette princesse indochinoise adoptée par Catherine Deneuve va rester fidèle à la France ou est-ce qu'elle va au contraire passer du côté de la rébellion et aller du côté des personnes indépendantistes ? Donc voilà, j'espère que vous aurez pu avoir une petite, on va dire, introduction dans la façon dont fonctionne mon cerveau et mes réflexions et pourquoi je voudrais qu'on arrive à commencer à percevoir l'adoption comme un sujet politique et les personnes adoptées aussi comme des membres de la société qui sont comme ça aussi très visibles ou invisibles dans l'imaginaire collectif et puis dans la société en général. Je vais vous rappeler quels sont les films qui sont programmés dans le cadre du mois des adoptés et qui vont être diffusés en France et ou en Suisse. Donc pour des films, on va dire de patrimoine, des films un peu anciens, il y a les 10 commandements de Cecil B. DeMille qui datent de 55 et puis Superman de Richard Donner de 78.
Ensuite, on a des films un peu plus contemporains qui sont réalisés par des personnes qui n'étaient pas adoptées, mais qui ont déjà une vision plus politique. Donc il y a Indochine en 92 de Régis Varnier, Secrets and Lies en 96 de Mike Lee, Velvet Goldmine en 98, j'ai oublié le nom du réalisateur, et Vavier devient Todd Hayes. Vavier devient en 2005 de Radu Mihailanu, si je le dis bien. Et ensuite, la troisième série de films dans le mois des adoptés, ce sont des films qui ont été réalisés par des personnes adoptées. Et ça, c'est la période la plus contemporaine. Donc, Une vie toute neuve par Ouni Lecomte en 2009. Couleur de pommiel par Young Sik Yoon et Laurent Boileau. Alors, Laurent Boileau n'est pas adopté, mais il faut savoir que Young est un auteur de BD. Ils ont co-réalisé le film. Et donc, c'est l'adaptation au cinéma du film de Jung, Couleur de pommiel, de la BD de Jung. Et puis Je vous souhaite d'être follement aimé, toujours de Ouni Lecomte en 2016. Et pour nous aider à réfléchir ensemble sur la représentation des personnes adoptées et la représentation de l'adoption au cinéma et puis son évolution, donc aujourd'hui, comme invité, nous avons Fantasila, qui est critique de cinéma. Bonjour. Nous avons Olivier Joyard, qui est critique de série, mais qui peut parler de cinéma aussi. J'ai commencé comme critique de cinéma. Pardon. Oui, non, j'étais critique de cinéma aussi avant, donc tout va bien. Pardon. Et puis nous avons Iris Bray, qui est également critique de série, cinéma, et puis aussi, si tu veux parler un peu peut-être du deuxième regard, voilà. Oui, alors le deuxième regard, c'est un collectif qui est devenu 50-50 pour 2020, qui essaye de réfléchir aux stéréotypes de genre dans le cinéma et aussi qui fait des actions politiques pour qu'il y ait moins d'inégalités dans le cinéma français pour l'instant, qui se traduisent par des réelles actions. Donc on est ravis. Super. Et donc, je vais commencer avec la première question pour vous trois. C'est justement, est-ce que vous aviez perçu, avant que je vous propose de participer à cette discussion, l'adoption comme sujet central dans des films comme Les 10 Commandements, Superman ou Indochine, et voilà, et aussi, si vous voulez parler de pourquoi ça vous a semblé important de participer à la discussion, n'hésitez pas. Bon, je vais commencer. Moi, c'est vrai que quand j'ai découvert un peu cette liste, je me souvenais absolument pas en fait que ces films étaient liés de près ou de loin à l'adoption, à part Secrets and Lies qui m'avait beaucoup marqué quand je l'avais vu parce que j'étais adolescente. Et je me suis rendu compte que déjà c'était une question que je m'étais en fait très rarement posée. Et le premier personnage en fait d'adopté auquel je me suis identifiée, c'est dans une série très récente qui s'appelle This Is Us, le personnage de Randall, où vraiment j'ai l'impression que c'est une question centrale et qui est vraiment développée. Alors je ne sais pas si les scénaristes ont un rapport plus intime à l'adoption ou non, mais en tout cas j'ai l'impression que c'est pour moi le premier personnage qui me fait réfléchir de manière profonde et sur le temps à la question de l'identité, de la place dans une nouvelle famille. Et comme c'est une série qui est construite sur des séries de flashbacks et aussi sur une temporalité qui est très différente, on a accès en fait à son père qui l'a abandonné. Et du coup, on passe donc dans plusieurs histoires familiales. Et c'est là où en fait le récit sériel permet de voir toute la complexité en fait des liens familiaux. Aussi au moment où Randall lui-même décide d'accueillir une jeune femme chez lui qu'il essaye d'adopter. Donc en fait, il y a une espèce de transmission aussi autour de ces questions-là, et aussi au moment où sa sœur est enceinte, et il y a toute cette question de est-ce que l'enfant de sa sœur fait plus partie de la famille que ses enfants à lui, puisqu'il ne partage pas des parents biologiques. Donc je trouve que c'est très fin, je trouve que ça va très loin dans le questionnement autour de la filiation. Et aussi Randall est noir, je ne l'ai pas dit, mais c'est vrai que c'est... du coup, il y a toute cette question aussi d'être une personne racisée dans une famille blanche qui est posée de manière très juste, surtout dans les premières années où on le voit grandir et ce qu'il peut ressentir comme étant justement étranger dans sa propre famille, étranger dans sa propre maison. J'ai deux micros du coup. Vas-y, non. Enfin, comme... c'est vrai que avant de voir la liste, quand tu m'avais parlé de cette conférence, mes références étaient plutôt des séries en fait, plus que des films.
Et en même temps, quand j'ai lu 10 commandements, et Velvet Goldmine et Indochine, surtout quand j'ai vu 10 commandements, moi, mon réflexe, c'était de penser au prince d'Égypte, qui est le film animé de DreamWorks, où là, la question de l'adoption, elle est vraiment centrale. Enfin, il y a des chansons sur ce thème dans le film, donc c'était un peu plus prononcé dans ce film que dans les 10 commandements. Mais c'est vrai que c'était plutôt des séries à laquelle je pensais. Par exemple, sur Superman, c'était Smallville, où l'adoption est vraiment aussi un aspect très prononcé. Et je pense que, en fait, la série, la forme sérielle, comme tu disais, Iris, l'avantage, c'est qu'on peut revenir sur plusieurs sujets, sur le processus même de l'adoption, sur les sentiments des adoptés et des parents qui adoptent. Donc je pense que c'est vrai que dans le cinéma, on ne pense pas forcément ce film, c'est sur l'adoption. Je pense que quand il s'agit de séries, on va plus aller vers ce thème plus que dans le cinéma. Donc c'était plus facile de penser à des séries plus qu'à des références cinématographiques. Moi, quand j'ai eu ton message pour parler du mois des adoptés et pour intervenir ici dans cette discussion, c'est plutôt un sentiment je me suis dit, en fait, j'aurais la même réponse qu'Iris et Fanta, c'est-à-dire que je m'étais pas énormément posé cette question. Or, j'aurais des raisons de me la poser puisque je suis dans une famille où, enfin, j'ai une sœur qui est adoptée, et donc c'est plutôt un sentiment de culpabilité d'une certaine façon qui m'a envahi. C'est-à-dire, je me suis dit, tiens, c'est vraiment bizarre en fait. J'ai été critique de cinéma pendant 10 ou 15 ans, je le suis encore un peu. Je suis critique de séries depuis une décennie, et au fond, c'est une problématique qui a traversé toute ma vie personnelle, parce que ma sœur est arrivée en France quand j'avais 9 ans. Elle est née quand j'avais 8 ans et elle est arrivée en France quand j'avais 9 ans. Et donc, je me suis vraiment, du coup, je me suis un peu creusé la tête en me disant pourquoi est-ce que j'avais oblitéré ça, quoi. Enfin, tu vois, c'est vraiment presque de l'ordre du déni, en fait, d'une certaine façon. Alors qu'effectivement, comme tu le dis, quand les films que tu as proposés, et puis même ceux qui sont cités là, ou les séries, en fait, ça traverse absolument toute l'histoire des représentations et de la pop culture. Même dans Marvel, il y a des tonnes de personnages qui sont des adoptés. C'est presque un ressort de fiction. Voilà, Moïse, c'est dans la Bible, quoi. C'est vraiment, c'est dans la Torah, dans la Bible. C'est quelque chose qui structure nos imaginaires, en fait, depuis très longtemps. Et du coup, je ne sais pas si je parle maintenant un peu du processus, mais en gros, là, moi, je parle ici à double titre, du coup. D'abord comme critique de cinéma, parce que j'ai commencé vraiment il y a longtemps, et c'était ma principale activité. Et aussi donc en tant que frère d'une adoptée qui est arrivée d'Inde en 1982. Donc voilà, on habitait à Grenoble, et un jour... ma sœur a voyagé de Bombay à Grenoble. Elle est arrivée dans notre famille. Enfin, on est allé la chercher à Roissy. Je parle de ça parce que, donc, comme je disais, ces deux identités qui sont quand même hyper importantes dans ma vie, d'être frère d'adopté et critique, elles n'ont pas toujours communiqué, quoi, ou vraiment très peu. Et je suis à peine en train de me demander pourquoi. C'est dire si parfois le temps est long quand même pour se confronter aux évidences. Mais la première raison pour laquelle moi j'avais du mal de parler de ça, c'est que je viens aussi d'une tradition critique, c'était les cahiers du cinéma. Donc une église critique, je dirais, qui dit un truc, c'est que la forme est supérieure au fond. C'est-à-dire que, enfin, c'est pas la seule chose que disent les cahiers du cinéma, mais c'est un peu cette idée-là. C'est-à-dire que les films qui ont un sujet, c'est pas forcément ce sujet-là qui est intéressant, que la forme d'un film peut dire autre chose que le scénario du film, enfin, toute une espèce d'une histoire intellectuelle, en fait, un rapport aux images qui fait que je me suis souvent dit, et longtemps dit, et pas seulement sur la question des adoptés, mais pour autre chose, sur les personnes racisées, les femmes, enfin, la représentation des minorités. Je me suis dit, est-ce que ça, au fond, il faut le traiter comme un sujet en soi, ou est-ce que ça doit venir par la bande ou de manière ultra formelle? Et je vois bien qu'au bout d'un moment, on bute sur une impossibilité quand on réfléchit comme ça. Mais simplement, moi, j'ai beaucoup réfléchi comme ça, en fait. Et donc, ça m'a un peu, je pense, se dire qu'il y a toujours des émotions plastiques ou de mise en scène qui ne sont pas réductibles à un sujet. C'est un truc très profond. Et donc, en gros...
un film sur des adoptés ou sur l'adoption ou sur un ou une adoptée, longtemps ça n'a pas eu vraiment de sens pour moi. Et c'était lié à cette idée du cinéma qui, en se disant on peut presque nier le statut d'art du cinéma si on le réduit à ses sujets et si on... Je le pense plus aujourd'hui en fait, mais je l'ai pensé longtemps. Et je pense que je suis pas le seul en fait à l'avoir pensé. Et c'est aussi pour ça que ça bute sur plein de questions liées aux minorités en France. Parce qu'aux États-Unis, on parle très très différemment, dans une culture anglo-saxonne, je dirais, on parle différemment de ces questions-là. Mais donc voilà, et du coup, moi, ça s'est pas venu en fait cette réflexion-là par la question des adoptés. C'est-à-dire qu'avec ma sœur, on parle jamais de comment elle est représentée. On en a parlé un peu d'ailleurs ces derniers jours. Je vais peut-être l'évoquer dans 2 minutes, mais il y a quelque chose qui... C'est vraiment par la question du regard féminin ou du regard LGBT, enfin toutes ces... Voilà, où les séries ou les films réalisés par des personnes noires qui mettent en avant l'expérience noire, qui sont vraiment en train, je pense, de devenir ultra mainstream depuis quelques années. Elles ont toujours existé, mais là, il y a quand même quelque chose qui se passe, je pense. On parle de Black Panther pour avoir l'Oscar du meilleur film, ce qui était totalement inimaginable, je pense, il y a quelques années. Donc... c'est par ce biais-là, en fait, que moi, je suis arrivé à cette réflexion-là. C'est-à-dire que je suis arrivé à l'intime... je ne voyais pas ce qu'il y avait devant mes yeux, quoi. Je suis arrivé à l'intime par ce biais-là. Je pourrais parler après. Bah, c'est super. Il n'y a pas très longtemps, on a eu une discussion justement aussi avec Fanta sur la question de l'esthétique des minoritaires. Et je pense justement, par exemple, dans ce rapport à une certaine critique du cinéma français et une certaine tradition, aussi, ou même il y a même une tendance à nécessairement comme opposer le fond et la forme. Alors qu'effectivement, il y a aussi toute une question de si un film centre, on va dire, des personnes racisées ou des marginaux, etc., il se peut aussi que cette esthétique soit différente de celle dont on a l'habitude dans les films français qui sont majoritairement blancs, ce qui ne veut pas dire qu'il n'y a pas une recherche sur la forme, c'est juste qu'elle n'est peut-être pas perçue, etc. Et du coup, c'est vrai que ça rend difficile la discussion sur des sujets minoritaires ou sur des films faits par et sur des questions minoritaires. Et pour les séries, sachez que dans un monde idéal, je souhaitais bien entendu qu'il y ait This Is Us, qui pour moi est la meilleure représentation, effectivement, la contemporaine de l'adoption dans toute sa complexité. Et je trouve en plus qu'ils ont fait quelque chose de très intelligent avec cette première saison qui est focalisée sur l'histoire de l'adoption de Randall pour son personnage, hein, parce que c'est l'histoire de 3 frères et sœurs et qui est effectivement racontée sur 2 temporalités différentes, qui est leur adolescence et cette histoire de leur père qui va disparaître à un moment donné, ce qui est annoncé dès le départ, et puis on les voit aussi à l'âge adulte dans leur questionnement contemporain. Donc ça, c'est sûr que c'est hyper intéressant. Et puis pour le personnage de Randall, la première saison, c'est autour de son adoption et aussi de ses retrouvailles avec son père biologique. Et la deuxième saison, c'est la question du placement en famille d'accueil, puisque lui et sa femme décident de devenir famille d'accueil. Et ça aussi, c'est très intéressant parce que c'est aussi une série qui permet d'aborder les questions de classe. Qu'est-ce que ça veut dire aussi d'être vu comme bon parent ou mauvais parent, qui est aussi une discussion là qu'on a eue cette semaine, lundi. Quelles sont les familles pour lesquelles on va avoir des a priori positifs et d'autres négatifs, qui a du pouvoir dans ces rapports-là. Donc c'est sûr que les séries sont beaucoup plus subtiles, mais c'est très difficile de pouvoir programmer des séries dans des cinémas, puisque pour des raisons de droit, etc., c'est très difficile d'avoir les droits de séries qui soient libérés. Et donc du coup, on a choisi de ne montrer que des films, mais effectivement, je recommande vivement à toute personne pouvant mettre les mains sur This Is Us de regarder cette série qui est très très fine dans le traitement de l'adoption et en particulier justement aussi des enjeux liés à l'adoption transraciale. Et d'ailleurs, pendant le mois des adoptés, on fait un atelier qui a eu lieu mercredi et qui aura à nouveau lieu dimanche, et qui est un atelier d'apprentissage de gestion des cheveux crépus et très bouclés pour des personnes qui ne savent pas le faire. Et ça, c'est une question qui est abordée dans un des épisodes de This Is Us, de cette maman blanche qui se retrouve avec un petit garçon noir qui a la peau très sèche et puis avec qui les coiffeurs ont du mal à gérer ses cheveux, etc. Et donc, du coup, c'est vrai qu'il y a aussi comme cette discussion en pratique dans le mois des adoptés où on essaie d'aborder certains enjeux qu'on peut voir par exemple à l'écran,
Qu'est-ce que ça veut dire d'avoir un enfant qui n'est pas de la même communauté que vous, qui n'a pas la même appartenance raciale et qui a donc d'autres besoins. Et puis de voir comment on peut, on va dire, aborder ça dans le monde concret. Il y a OJ Maison de la Tresse qui est un salon pour les enfants qui ont les cheveux bouclés et crépus. Et donc Jessica qui a fondé ce salon anime des ateliers pour apprendre aux parents, que ce soit d'ailleurs des couples mixtes avec une personne blanche ou des parents adoptants, à s'occuper des cheveux bouclés et crépus de leurs enfants. Donc même si on parle de l'imaginaire et puis de la représentation, ça a aussi un impact très concret. Moi, quand j'ai vu cette scène à la piscine aussi, où le petit garçon noir, donc Randall, veut absolument, la famille a le choix entre 2 piscines, mais il veut absolument aller dans une plus que l'autre. Et puis la mère se rend compte au bout d'un moment que c'est parce qu'à l'autre piscine, il y a des enfants noirs et que donc Randall va jouer avec les enfants noirs quand ils vont à cette piscine. Donc voilà, des choses toutes petites, mais je me disais quelle pédagogie publique absolument fantastique, puisque moi, pour ma génération, dans les années 80, des gens comme mes parents n'avaient absolument accès à rien comme représentation de ce que c'est qu'être des parents blancs d'enfants noirs. Et donc c'est pour ça aussi que le cinéma et les séries ont vraiment un rôle à jouer en termes de pédagogie, mais aussi de faire avancer l'imaginaire. Il y a un peu la même scène dans Grey's Anatomy, je crois, dans la 8e ou la 9e saison, parce que Meredith Grey et son mari Derek adoptent un enfant noir, une petite fille noire, et il y a un moment où ses cheveux sont complètement foutraques, et donc il y a un médecin qui s'appelle Miranda Bailey, qui est noir aussi, qui apprend à Derek à entretenir les cheveux de sa petite fille. C'est un moment assez touchant aussi. Et du coup, quand vous avez revu les films, justement, et je pense en particulier à Indochine, est-ce que, avec cette nouvelle lecture, ça vous a permis aussi peut-être de voir ces films-là différemment par rapport au moment où vous les aviez vus, que ce soit à leur sortie ou plus tard dans votre vie, si vous voulez un peu parler de ça? Ou un autre des films aussi dans la liste, au choix. Vas-y. Moi, je l'ai vu très récemment donc pour cette conversation. Donc, c'est assez intéressant. Je me demande ce que j'aurais pensé si je l'avais vu quand il était sorti. Mais bon, il est sorti l'année où je suis née, donc ça n'aurait pas été possible. Mais c'est assez intéressant de le voir maintenant parce que, moi, ma recherche, elle est située au niveau de l'esclavage, de la colonisation. Donc j'ai lu beaucoup de textes sur l'esclavage et cette idée qui a été développée par un historien qui s'appelle Orlando Patterson, qui a fait beaucoup d'études sur l'esclavage global, cette idée de l'aliénation natale, donc cette idée que un esclave, c'est une personne qui n'a ni d'ancêtre ni de descendance. Et je pense que c'est aussi quelque chose dont on peut parler par rapport à la colonisation. Et quand j'ai regardé Indochine, en fait, la petite fille, elle est adoptée au début du film. Et j'ai pas envie de spoiler, mais ça va pas vraiment atteindre votre plaisir de spectateur. Elle a un enfant, et cet enfant, ce n'est pas son enfant à la fin, en fait. Elle n'en a pas la garde. Donc c'est une idée en fait à laquelle je pensais quand j'ai regardé le film, cette idée que quand on est un sujet colonial ou un sujet au sein de l'esclavage, on n'a pas accès à une filiation certaine comme ceux qui font partie des groupes dominants. Donc c'est surtout cette idée qui m'a frappée. Après, c'est peut-être de la surinterprétation parce que le personnage n'est pas non plus... le personnage de Camille dans le film n'est pas non plus un sujet colonial comme un autre. C'est une princesse et elle a un peu un statut privilégié. Et je pense que la relation entre le personnage de Catherine Deneuve et le personnage de Camille, elle est beaucoup plus complexe qu'un rapport de domination colonisé, colonisateur. Donc voilà, mais c'est vrai que c'est une idée qui m'a traversé l'esprit quand je regardais le film. Moi, le film que j'ai revu, et il y a certaines choses qui me sont revenues, donc c'était Secrets and Lies. Je n'avais aucun souvenir que donc, le personnage principal
avait été, donc qui est noir, avait été adopté par une famille noire. Parce qu'en fait, le film s'ouvre sur l'enterrement de sa mère adoptive. Et ça ne m'avait absolument pas marqué. Et en fait, là, je me suis dit qu'il y avait quelque chose qui se jouait que j'avais pas vu en fait dans les autres films, c'est-à-dire que l'enfant noir avait été adopté par une famille noire et qu'en plus elle avait été adoptée par une famille noire qui était beaucoup plus à l'aise que la famille, que la mère biologique qui elle vient vraiment de la classe ouvrière anglaise. Et je trouvais que ça ouvrait plein d'autres portes et plein d'autres possibilités. Après, il y a toujours l'émotion qui vient avec ce film. Et c'est vrai que quand Amandine nous a envoyé la liste de films, elle avait mis si c'était réalisé par une personne qui avait été adoptée ou non. Et c'était aussi la première fois que je réfléchissais à ces films en ces termes-là. Et pour moi, Secrets and Lies, c'est un film très juste qui est réalisé par une personne qui n'a pas été adoptée. Et du coup, ça permettait aussi, je trouvais, de complexifier certaines questions, de se dire comment, voilà, est-ce que cet homme blanc, anglais, qui, à mon avis, a une cinquantaine d'années quand il réalise ce film, comment est-ce qu'il réussit à créer un personnage de femme noire de 30 ans qui décide, suite à la mort de sa mère et son père aussi décédé, de chercher sa mère biologique. Je me disais, ça m'a donné un peu d'espoir. Peut-être que ce film est mal reçu, je ne sais pas s'il est senti comme étant juste par tout le monde. En tout cas, moi, c'était mon impression. Et je me suis dit que c'est important, en fait, que ces thèmes-là puissent être partagés par tous. Et puis, en plus, c'est un film qui était à Cannes, donc qui est quelque part adoubé par un système aussi... de critique et la Palme d'Or, et qui a eu la Palme d'Or. Donc, je trouve que pour moi, c'est un film, je pense, qui peut symboliser plein de choses et sur lequel on peut s'appuyer aussi pour dire que ces histoires-là, elles peuvent être racontées de plein de manières différentes et que même s'il y a des thèmes communs dans tous les films là, dont on peut parler aujourd'hui, il y a aussi des variations à l'infini. Et c'est ce qui m'a frappée en fait en le revoyant, c'était de me dire qu'en fait, même si on a une mythologie type, il y a un déploiement à l'infini autour de ces histoires qui sont finalement des histoires d'identité. Ouais. Moi à la fois, je suis d'accord avec ce qui vient d'être dit, et moi, dans mon approche personnelle, en fait, quand je vois ces films, je suis souvent plutôt face à un manque, quelque chose qui n'est pas raconté, en fait. C'est-à-dire que et évidemment, c'est lié à l'histoire de ma sœur, donc c'est pour ça que c'est une précaution oratoire que je prends, mais au fond, c'est quand même évidemment à cause de ça, et pour ça. C'est-à-dire que cette diversité potentielle dont parle Iris, moi, je ne la vois pas tout le temps. Alors, un peu quand même, c'est vrai que quand on regarde vraiment tout le corpus, il y a une diversité, une variété d'approches fictionnelles, mais en gros, il y a quand même... Moi, si je ne me suis pas intéressé aussi en tant que critique à toutes ces choses-là, à tous ces films qui parlaient de ça, c'est aussi parce que je ne voyais pas l'histoire de ma sœur racontée, et aussi parce que je trouve qu'il y a une fiction type de l'adoption, qui est quand même celle du retour aux origines et des retrouvailles avec les parents adoptifs. Ça, c'est une sorte de... Je dirais que pour faire une comparaison qui peut être peut-être un peu maladroite, mais les personnes transgenres, souvent la tendance fictionnelle, c'est de raconter le moment de la transition, le choix qu'elles font, qui s'impose à elles, de faire une transition avec une opération, enfin toutes ces choses-là qui sont... c'est cette fiction-là qu'on raconte de manière majoritaire. Or, et c'est vrai que Secrets and Lies, c'est ce que ça raconte quand même. Donc ça n'échappe pas à ça. Je vous souhaite d'être follement aimé parle évidemment de ça, d'une manière assez belle, sur le toucher entre la mère biologique et sa fille, qui est, je crois, pas ostéopathe, mais kiné, je crois. Ouais. Et puis, et même dans This Is Us, c'est-à-dire qu'effectivement... Et ce qui est beau, toute la première saison parle de ça. C'est-à-dire que ce qui est émouvant dans la première saison, c'est les retrouvailles avec son père biologique. Et quand on n'a pas droit à ça, on a droit à quoi, en fait? C'est ça que je me demande. C'est-à-dire que
Et c'est ça que moi je ne vois jamais. C'est un truc que je vois jamais. Je ne vois jamais cette absence-là en fait, cette absence de fiction. Qu'est-ce que c'est de raconter une histoire quand on n'a pas une histoire un peu sexy comme ça, quoi. C'est-à-dire de vous dire, ben voilà, j'ai retrouvé mon père qui était drogué, qui était machin, qui s'est excusé. Enfin, toutes ces choses-là qui sont évidemment des histoires qui doivent être racontées. Enfin, je dis pas le contraire, hein, mais quand elles sont un peu mises en avant, je trouve que c'est un réflexe, disons, dans la fiction que je qualifierais de majoritaire, qui est un peu problématique pour moi sur le long terme, parce que on a envie de raconter comment soit quelqu'un a été sauvé, c'est un Moïse sauvé des eaux, c'est quand même cette histoire-là, quoi, on le sauve, soit quelqu'un qui a cette espèce de désir irrépressible, qui en général, statistiquement, est situé vers l'adolescence ou 25 ans. Je ne dis pas que ça n'existe pas, d'avoir envie de retrouver ses parents biologiques, mais moi, juste, on est allé à l'orphelinat de Bombay, des missionnaires de la charité avec ma sœur, ils lui ont dit, voilà, il y a une feuille, et dessus, il n'y avait rien. Enfin, juste, ils lui ont raconté une histoire. C'est vraiment ça, d'ailleurs, c'est vraiment l'impression que j'ai eue. On lui a fait un récit de sa vie. On lui a dit ta mère était trop jeune, elle ne pouvait pas s'occuper de toi, et donc elle a préféré te donner la vie merveilleuse que tu as aujourd'hui avec ses parents et ce frère si sympathique. Et donc, effectivement, il y a une espèce d'angle mort, quoi. Si elle n'a pas à raconter, si elle n'a pas des retrouvailles avec ses parents biologiques à raconter, qu'est-ce qu'elle va raconter, quoi? Qui va raconter quoi qui la concerne? Mais je pense que c'est aussi pour ça que j'avais découpé le corpus de films, justement entre films réalisés par des personnes adoptées ou non, parce que une des choses qui a quand même marqué une différence avec l'arrivée de Denis Lecomte et de Jung dans les personnes qui réalisent des films, c'est que effectivement le second film, Denis Lecomte, est sur la question de la recherche des origines et des retrouvailles, mais son premier était centré sur l'expérience de la personne qui est adoptée de l'orphelinat jusqu'à l'arrivée en France. Et c'est la même chose, Couleur de peau miel, c'est un récit biographique de Jung sur son histoire de personnes adoptées, donc issues de la Corée. Et pareil, qui va aller quand même très très loin. Bon, il faut savoir que pour les personnes adoptées, Couleur de peau miel, c'est vraiment je ne sais pas comment vous dire, c'est un classique et c'est une pierre angulaire du premier moment où dans le monde francophone, on a pu se voir représenter, donc en BD d'abord, c'est-à-dire avec aussi un récit qui ramène toute la complexité d'une histoire d'adoption. Et donc je vais essayer de ne pas vous spoiler toute l'histoire, mais Jung n'a pas été adopté seul, il a été aussi adopté avec une sœur et qui a eu un parcours d'adoption bien plus compliqué et bien plus tragique que le sien. Sachant qu'en plus c'est une génération qui est plus âgée. Les personnes adoptées de Corée, c'est des adoptions qui commencent à partir de la guerre de Corée, de la fin de la guerre de Corée. Donc là on parle de 55. Les premiers avions commencent à quitter la Corée en destination de l'adoption internationale. Donc on parle de gens qui ont Jung, c'est quelqu'un qui a une cinquantaine d'années aujourd'hui. Et donc aussi pour qui ça a été d'autant plus particulier de se retrouver avec des enfants asiatiques adoptés en Belgique, hein, pour son cas, en Belgique rurale dans les années 70. Ça a été quelque chose. Et donc c'est aussi les premiers récits qui font exister avant tout l'expérience des personnes adoptées. Et j'en reviens à la question du mois des adoptés et puis moi du film sur lequel je travaille actuellement. C'est vrai que ce qui manque énormément, et en tout cas moi ce qui a motivé mon envie de faire un documentaire sur les personnes adoptées adultes aujourd'hui dans le monde francophone, parce qu'il y a plus de travaux sur ces questions, hein, du côté anglophone. Vous avez entendu, on a cité des séries, ce sont toutes des séries américaines. Mais donc du coup... du côté, alors il y a aussi la Nouvelle-Zélande, c'est une série policière mais qui quand même a en toile de fond l'adoption, qui est la série de... Je vais retrouver le nom tout à l'heure, là je l'ai oublié. Jane Campion. Ouais, comment ça, la série de Jane Campion, mais non, Top of the Lake. Voilà, Top of the Lake. Donc sur fond d'enquête policière, il est question pour la personnage principale qui est la commissaire d'avoir un rapport à sa propre histoire avec l'adoption. Et donc, moi, ce qui m'intéresse, c'est d'arriver à voir justement, effectivement, comment est-ce qu'on peut faire exister l'expérience des personnes adoptées à l'écran dans toute leur complexité, et surtout aussi voir ce qui se passe quand on est adopté
une fois qu'on est arrivé à l'âge adulte. Et je pense que pour moi, ce qui était agréable dans Secrets and Lies, même si ça reste effectivement dans ce tropisme de raconter les retrouvailles et la recherche des origines, c'est qu'on est quand même centré sur l'expérience de la personne adoptée. Alors que pendant très longtemps, on a été centré sur l'expérience des parents adoptants ou des candidats à l'adoption, que ce soit dans le documentaire ou dans la fiction. C'était assez rare que les personnes adoptées, et en particulier adultes, existent vraiment en tant que personne et aussi en tant qu'actrice, je voudrais dire, vraiment agissante. Et je pense qu'il y a aussi ça, c'est que souvent, l'histoire de l'adoption, et pour une personne adoptée, c'est souvent une histoire justement où on est privé, en tout cas au départ de notre vie, de capacité d'agir, puisque ce n'est pas nous qui choisissons la séparation avec nos familles biologiques, et ce n'est pas nous qui choisissons, pour celles et ceux qui sont adoptés à l'international, d'être transportés d'un pays vers un autre. C'est pas nous non plus qui choisissons la famille dans laquelle on va, alors que de l'autre côté, des choix sont faits pour nous, que ce soit la séparation, que ce soit la famille dans laquelle on est placé, et que ce soit le déplacement. Et parce que j'explique souvent aussi, pour donner une vision politique de l'adoption internationale, que ce n'est pas un automatisme de déplacer les enfants. C'est un choix politique et c'est un rapport de pouvoir. Ça pourrait très bien être les parents des pays du Nord global qui vont s'installer dans le pays de leur enfant pour ne pas lui donner, en plus de la séparation avec sa famille biologique, une séparation d'avec sa communauté d'origine, son pays d'origine, sa langue et sa culture d'origine. Donc tout ceci fait qu'il y a un défaut d'agentivité. L'agentivité, c'est la capacité d'agir sur soi et sur le monde pour les personnes adoptées au début de leur parcours de vie. Et dans cette, on va dire aussi, confiscation de la narration sur l'adoption d'un point de vue soit parental, soit sociétal, qui ne fait pas exister les personnes adoptées, il y a comme une double confiscation de l'agentivité pour les personnes adoptées qui, quand elles sont représentées, finalement, il ne s'agit pas tant de leur histoire ou de leurs histoires dans toute leur complexité. Et même, par exemple, de la possibilité de ne pas être intéressé par la recherche des origines, ce qui est le cas quand même d'un certain nombre d'adoptés. On en parlait justement hier dans la table ronde qui s'appelait Métamorphose, adoption, transidentité et script corporel, sur la possibilité de pouvoir répondre « je ne sais pas », par exemple, quand on est une personne adoptée, et de ne pas faire face à un auditoire qui est déçu. C'est-à-dire qu'en général, quand vous êtes adopté et qu'on vous dit « ah, mais tu viens d'où ?» etc., si vous n'avez pas cette histoire de recherche des origines, de retrouvailles avec la famille biologique, vous voyez bien que l'auditoire est déçu. Ils aimeraient que vous ayez quelque chose à raconter, et souvent, vous n'avez rien à raconter, et peut-être même parfois, ça ne vous intéresse pas spécialement. Et il y a quelque chose qui est très peu compris, justement, et effectivement, ça c'est une perspective qui n'existe pas encore en fiction. La personne adoptée qui ne recherche pas ses origines. Et même en termes de réappropriation de la narration, aux États-Unis où il y a beaucoup plus de personnes adoptées qui font des films, moi ce qui m'a beaucoup choqué et ce qui a motivé effectivement le prochain film, qui est vraiment un regard politique sur l'adoption internationale avec des témoignages de personnes adoptées adultes, et où la question de la recherche des origines fera partie des questions qui sont proposées aux personnes adoptées qui vont témoigner, parce que ça peut faire partie de leur vie, mais n'est vraiment pas central, parce que ça c'est un véritable tropisme. Moi j'appellerais ça, maintenant il y a un nouveau genre documentaire aux États-Unis, en Angleterre, etc., qui est le film de la personne adoptée qui recherche sa famille biologique. Et alors ça, mais il y en a, je sais pas, il y a des dizaines et des dizaines de documentaires américains sur ces sujets-là, et à un moment donné on se dit, est-ce que c'est ça l'intégralité de l'expérience des personnes adoptées? Est-ce qu'il n'y aurait pas autre chose à raconter, justement? Et c'est pour ça aussi que je trouve intéressant, tu as mentionné les Marvel, que finalement l'endroit où il y a une représentation peut-être la plus complexe de ce que peut être une identité ou un parcours de personnes adoptées, c'est vraiment dans ces fictions avec des extraterrestres. Et c'est quand même particulier du coup, parce qu'on se retrouve en tant que personne adoptée à soit regarder effectivement des films sur les orphelins et donc des choses qui peuvent être plus de l'ordre du dessin animé, soit regarder des films sur des extraterrestres si on veut pouvoir exister en tant qu'adulte dans la fiction. Je vais bien rebondir sur ça. En fait, j'ai l'impression que dans ce que tu dis, c'est à partir du moment où en fait on est là, on dérange l'ordre, on n'a plus sa place sur les écrans. Hein, et du coup, il faut toujours des récits presque extraordinaires pour pouvoir faire rentrer ce qui est disruptif. Moi, le film Couleur de peau miel, je l'ai vu là pour la première fois pour préparer cette table ronde, et il y a quelque chose qui m'a énormément frappée, c'est que
au moment où Jung, en fait, on passe du côté de la BD, le visage de sa mère, il ne peut pas le dessiner. C'est un visage lisse, il n'y a pas de forme. Et cette question, en fait, de comment est-ce qu'on représente sa propre histoire et de pas vraiment quelles images est-ce qu'on a. Donc il passe de films documentaires à de la BD et on est tout le temps comme ça dans une espèce de flottement. Et cette idée, en fait, de ne pas vraiment savoir comment représenter m'a fait penser à quelque chose de totalement différent, mais je pense qu'en fait il y a peut-être un lien. Moi, dans ma recherche autour des séries télé, je me suis rendu compte que les histoires d'inceste entre les pères et les filles étaient absents. C'est-à-dire qu'on a l'inceste adelphique entre les frères et les sœurs, on a l'inceste entre la mère et le fils, mais l'inceste qui est vraiment le plus répandu dans notre société, qui est celui de la figure paternelle ou du père et de la fille, était absent sur nos écrans. Et j'en reviens à Oedipe, parce que Oedipe, c'est ça aussi, c'est-à-dire que c'est l'histoire d'un abandon, mais l'histoire d'un rapport incestueux. Et il y a cette question qui me paraît fondamentale, qui est pourquoi est-ce que ces récits-là sont au point d'aveuglement dans nos sociétés, sur pourquoi est-ce qu'on ne peut pas représenter ça. Et il me semble, quand j'ai vu ce visage de mère que Jung avait décidé de laisser, de ne pas dessiner, mais du coup ça faisait presque un visage fantôme, c'est comment est-ce qu'on représente un parent qui fait ça? Comment est-ce qu'on représente un parent qui abandonne? Comment est-ce qu'on représente un parent qui viole? Et il y a quelque chose, il y a une tension autour de ça qui me semble être d'une monstruosité, en fait, qui est telle que soit ces moments d'abandon, ils vont être absents, ou on va devoir utiliser d'autres moyens pour les raconter, comme les incestes ne vont être quasiment jamais représentés. Là, je suis allée voir le film de Catherine Corsini, donc, qui est adapté du livre de Christine Angot. Christine Angot décrit dans son livre les rapports sexuels, enfin, les viols, de manière très détaillée. Et dans le film, ils sont absents. On ne peut pas les représenter. Alors, comment est-ce que ça se fait qu'on puisse commencer à les écrire, mais qu'on ne sache pas comment les filmer? Et je pense qu'il y a vraiment il y a quelque chose là autour de moi, autour de la figure du parent qui n'est pas le bon parent et que notre société n'a pas envie de regarder en face. Ben, je pense qu'il y a vraiment effectivement cet enjeu de la possibilité de représenter visuellement ce qui est hors norme et tabou. Et j'allais dire que moi, ce que j'ai aimé, au moins, même si on est aussi toujours dans un registre de recherche des origines et des retrouvailles, c'est que quand même This Is Us commence à faire exister le parent biologique de façon humaine. C'est-à-dire qu'on est dans des sociétés où les parents biologiques, les premières familles, sont généralement toujours vues d'une façon qui est extrêmement jugeante, extrêmement négative. Et c'est pour ça que je parlais aussi des rapports de pouvoir qui sont intéressants à la deuxième saison de This Is Us par rapport à l'accueil, à la famille d'accueil. C'est-à-dire que toutes les conditions qui amènent la séparation sont effacées et on ne garde que l'idée d'un abandon. Et vous aurez remarqué que moi, j'utilise le terme séparation plutôt qu'abandon. La raison pour laquelle je fais ça, c'est que, surtout par exemple pour l'adoption internationale, il y a tellement de conditions géopolitiques, économiques, sociales qui précèdent une séparation d'une mère biologique ou d'une famille biologique avec leurs enfants, qu'il faut être très précautionneux avec le terme abandon, qui contient effectivement déjà aussi une forme de jugement et sur cette question de qui peut faire ça, qui peut laisser un enfant, etc. Mais quand on regarde, il y a 4 grandes causes qui amènent l'adoption internationale. Dans le monde, c'est les guerres, les famines, les épidémies et les catastrophes naturelles. Quand un nouveau pays s'ouvre à l'adoption internationale, c'est généralement suite à une de ces dimensions-là. Alors après, il y a aussi des nuances. Par exemple, ça peut être les dictatures. Et dans ce cas-là, ce ne sera pas de l'adoption internationale, mais c'est de l'adoption locale. En Argentine, pendant l'époque de la dictature et de la junte, il y a toute la génération qui s'appelle les desaparecidos, qui étaient ces étudiants qui luttaient contre la dictature militaire. Les desaparecidos, ce sont donc des jeunes qui ont été tués par la junte, et souvent ces femmes étaient enceintes, des femmes qui ont été tuées, et donc on les laissait aller au terme de leur grossesse, et on leur prenait leurs enfants qui étaient ensuite placés, donc adoptés dans des familles militaires, donc les familles qui étaient en fait des familles tortionnaires, en tout cas au moins le père tortionnaire des parents de cet enfant biologique. Et l'Argentine a été ensuite, dans les années 2000, un des premiers pays où des adoptés ont porté plainte contre leurs parents
adoptants, se rendant compte qu'ils avaient été adoptés suite au phénomène des desaparecidos. Et c'est pour ça que moi j'emploie toujours le terme séparation, parce que c'est gonflé de dire à un enfant de desaparecidos que ses parents l'ont abandonné. Ils ont été tués par l'armée et en conséquence, cet enfant est devenu disponible pour l'adoption. La même chose avec les cartels en Colombie dans les années 80 où il y a eu énormément de vols d'enfants, etc. Et puis, sur des sociétés qui seraient moins défavorisées, et là je prends l'exemple de la Corée du Sud, la Corée du Sud n'est plus du tout un pays du Sud au sens de pays pauvre, depuis facile 20-30 ans. Mais la Corée du Sud est un pays extrêmement patriarcal. Jusqu'aux années 90, n'existait que la filiation patrilinéaire, ce qui voulait dire qu'un enfant qui n'avait pas de père en Corée n'avait pas d'existence légale. Il n'avait pas de papier, il ne pouvait pas avoir de filiation. Donc c'était une des premières choses qui motivait aussi l'adoption internationale, parce qu'après la guerre, d'abord l'adoption internationale a vu le jour en Corée du Sud pour la gestion des enfants métis des GI, et souvent des GI afro-américains, où il était inconcevable en Corée du Sud que des enfants noirs soient dans les rues, et des enfants noirs sans filiation. Donc du coup, c'est majoritairement des enfants métis qui ont été envoyés aux États-Unis, souvent aussi dans des familles militaires, mais pas que, au début de l'adoption en Corée du Sud. Mais le temps passant, le nombre de militaires américains diminuant, etc., c'est devenu aussi une façon de gérer une société où il y a énormément d'infidélité. La Corée du Sud est très connue pour ses love hotels, donc c'est quelque chose qui est institutionnalisé, les relations extra-conjugales. Par contre, il n'est pas possible pour une femme en Corée d'être mère célibataire. Donc là aussi vient se greffer toute la question des conditions de la séparation. S'il y avait des services sociaux et s'il y avait des aides mises en place en Corée du Sud et une moins grande stigmatisation, donc un système moins patriarcal en Corée du Sud, peut-être que bon nombre de ces femmes-là garderaient leurs enfants. Et du coup, par exemple, arriver à faire exister cette complexité-là et de sortir d'une vision de juste c'est quelqu'un qui a abandonné un enfant, qui a été posé sur les marches d'une église, etc. Je pense que là, c'est une autre étape qu'on a besoin de franchir, et j'ai trouvé ça intéressant que This Is Us arrive quand même à faire exister l'humanité d'un parent biologique, même si effectivement on est loin de la complexité de tous les cas qui peuvent ouvrir à l'adoption locale ou internationale. Il y a un documentaire que Olivier m'a dit de regarder, que j'ai regardé, de Sophie Bredier, qui s'appelle Séparés, qui est justement sur ça. Et justement, il y a une scène où plusieurs fois elle demande mais pourquoi est-ce que vous avez abandonné vos enfants ou votre enfant? Et la mère ou le père répond je ne les ai pas abandonnés. Et il y a vraiment cette tension-là. Tu voulais dire quelque chose? Non. Moi, pour revenir à cette idée de des parents et des parents qui donc laissent leurs enfants, je me suis posé la question, enfin je vais y revenir, mais je me suis posé la question moi de me dire par exemple qu'est-ce que ma sœur elle a envie de voir. Enfin, je lui ai dit que je participais à cette table ronde, mais je lui ai dit très tardivement, et c'était juste une sorte de conversation WhatsApp où je lui dis t'aurais pas des idées c'est quoi en fait toi les films qui t'ont parlé de ton expérience? Je sais pas si j'ai dit parler de ton expérience, mais qui t'ont intéressé sur ta vie sa première réponse c'était aucune idée mon frère, désolé de pas pouvoir t'aider. Elle n'a pas vu Couleur de peau, Miel, et je pense que je vais lui dire de le regarder parce qu'effectivement moi ça m'a un peu soufflé, et j'ai un peu insisté. Et elle me cite deux films, Oli Lola et Juno. C'est les deux. Donc Oli Lola, c'est Tavernier au milieu des années 2000, et Juno, c'est Jason Reitman avec Ellen Page et Michael Cera, je crois, il y a une dizaine d'années. Et voilà, alors là, pour le coup, en plus, Oli Lola Tavernier, c'est vraiment un de mes réalisateurs détesté, je dirais. C'est peut-être un des cinéastes que j'aime le moins, donc ça m'a un peu amusé qu'elle me parle de ça. Mais au-delà et surtout, c'est celui vraiment qui, quand on dit film à sujet, c'est vraiment celui qui remplit toutes les cases, quoi. C'est vraiment pour moi le réalisateur qui a oublié de faire de la forme et qui fait que du fond. C'est peut-être injuste de dire ça, je vais peut-être un peu vite, mais malgré tout, quand on voit le film, c'est donc sur un couple qui va au Cambodge pour adopter un enfant et qui se retrouve coincé là-bas, sur place, avec d'autres personnes occidentales, pour la plupart françaises, mais je crois qu'il y a aussi des Belges, et peut-être même des Anglais, je sais. Et ils se retrouvent confrontés à la réalité de ce qu'on pourrait appeler un trafic d'enfants, c'est-à-dire on ne sait pas trop pourquoi ces enfants sont là, d'où ils viennent exactement, s'ils n'ont pas été volés, justement, tu évoquais ça.
Il y a évidemment c'est un enjeu postcolonial monstrueux. Enfin, on voit vraiment bien que le film est habité par ça. Mais il y a quand même des phrases. À un moment, la personnage principale dit à son mari, qui lui dit mais on ne sait pas d'où vient cette petite fille, et elle dit elle au moins on la sauvera, elle ne se fera pas violer à 8 ans par un touriste. Donc c'est quand même bon. Après, c'est du Tavernier, c'est des gros sabots un petit peu, je dirais. C'est pas la complexité totale d'une expérience, même si ça parle quand même de quelque chose qui est peu représenté. C'est une forme de réalité de l'adoption internationale, mais tu dois connaître le sujet beaucoup mieux que moi, puisque tu travailles dessus en ce moment. Mais c'est voilà, il y a des angles morts aussi sur ces choses-là. Il y a eu des récits, il y a des choses qui sont sorties dans la presse récemment, notamment, mais voilà, mais tout ça pour dire que là, ça parle de parents, il n'y a pas d'adopté en fait dans ce film. Enfin, je veux dire, il n'y a pas de personnage d'adopté. Et Juno, c'est pareil, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de personnage, le personnage au sens qui porte une narration et qui raconte une histoire. Non, c'est sur une jeune fille adolescente qui tombe enceinte et qui hésite entre avorter et donner son enfant pour que cet enfant soit adopté. Et donc, je me suis dit que ça racontait quelque chose qui rejoignait moi le sentiment que j'avais, c'est-à-dire qu'elle est... Quand je lui demande, que je lui pose la question, elle me parle en fait de ce qu'elle ne peut pas savoir, pourquoi elle a été abandonnée, en gros. Enfin, c'est-à-dire pourquoi ce moment-là, quoi, c'est ce moment-là qu'elle a envie de voir, c'est ce geste-là. Et du coup, on le voit bien aussi dans un film qu'elle n'a pas vu, je crois, mais qui a aussi eu la Palme d'Or à Cannes, qui est le fils des frères Dardenne, qui a un truc incroyable, c'est un film de suspense quasiment. C'est-à-dire qu'il y a une scène de suspense sur le père va-t-il laisser son enfant et récupérer je ne sais combien de milliers d'euros pour que cet enfant soit adopté par une famille. Et le film est magnifique, hein. Enfin vraiment, et c'est pas le seul sujet du film, parce qu'au fond c'est le premier acte du film qui se termine comme ça. Mais voilà, je sais pas pourquoi je vous dis exactement ça, je vous parle de ça, mais c'est cette idée des films qui parlent des parents et qui sont-ils et qu'est-ce qui se passe, c'est aussi quelque chose que les adoptés peuvent avoir envie de regarder. Enfin, et je pense que ça correspond à cette idée de ce qu'on lui a dit, quoi. Ta mère était trop jeune, donc Juno, elle a 17 ans, ou je ne sais pas quel âge elle a. En fait, j'aurais dû le savoir, que c'était ce film-là qu'elle allait me conseiller. Et puis je pense que c'est aussi très intéressant parce que ça aussi c'est une narration bien particulière. Ta mère était trop jeune, j'en reviens à ce que tu disais de l'histoire qui a été racontée à ta sœur. Et en fait, que quand tu parlais de ça au début, je me disais que effectivement déjà ne serait-ce que le parcours des personnes adoptées, c'est un parcours qui est marqué par la fiction. C'est-à-dire que tout ce qui nous, en tout cas ce qui concerne en particulier l'avant-adoption, nous est raconté, alors par différents acteurs et actrices. Moi, c'est d'abord mes parents qui m'ont raconté ce que leur avait raconté. Alors vous voyez, après on se retrouve dans une espèce de méta-discours, c'est-à-dire que les assistantes sociales racontent une histoire par rapport à ma mère biologique, à mes parents. Eux, de ce qu'ils ont retenu de cette histoire, me la re-racontent quand je suis enfant pour m'expliquer pourquoi je me retrouve dans cette famille, etc. Puis à l'âge adulte, je peux aller voir mon dossier, donc revoir ce qu'il y avait dans le dossier et ce qui leur avait été raconté et voir si moi j'ai retenu les mêmes informations, eux ont retenu les mêmes informations. Et en fait, tout ceci reste quand même du métadiscours, puisque moi, par exemple, ce qui existe dans mon dossier, c'est une lettre dictée supposément, parce que c'est pareil, on ne sait pas si c'est vrai ou pas, mais dictée par ma mère biologique à l'assistante sociale. Est-ce que l'assistante sociale a fait un verbatim complet ? Est-ce qu'elle a noté ce qui lui semblait le plus intéressant ? Est-ce qu'elle a pensé à poser des questions? Et de façon évidente, non. C'est-à-dire que moi, dans mon dossier, par exemple, c'est écrit que mes 2 parents sont noirs, mais que ma mère biologique est marocaine et que mon père est français. Moi, ça m'aurait intéressé de savoir d'où il était noir, le père français, parce que du coup, c'est pas très précis, père noir français. Donc si elle avait posé des questions, peut-être que j'aurais eu... Et donc du coup, on arrive dans ces narrations qui sont... toujours supposées, c'est-à-dire que ma mère biologique a supposément raconté quelque chose qui est supposément vrai ou non à l'assistante sociale qui a tout noté ou pas et qui a posé des questions additionnelles ou pas. Et donc on se retrouve déjà dans ces formes très, très romancées. Et ça, c'est quelque chose aussi que je ne vois pas encore, par exemple, dans l'adoption. Par exemple, ce serait intéressant d'avoir justement ces différents récits et voir qu'est-ce qui arrive jusqu'à la personne adoptée, qu'est-ce qui finalement est vrai, ou est-ce qu'il y a aussi une forme de vérité, puisque de toute façon, les personnes qui se séparent de leurs enfants le font pour des raisons qui leur sont propres, et c'est pas forcément ce qu'ils ont envie de raconter aux institutions. Donc du coup, effectivement, moi j'ai très très hâte qu'on arrive à une époque
où il y aura beaucoup plus de complexité dans la représentation et des personnes adoptées, et puis de ce que, aux États-Unis, ils disent la constellation de l'adoption, et j'aime beaucoup ça. C'est-à-dire qu'effectivement, l'adoption, c'est pas juste une famille biologique, une famille adoptante et une personne à adopter, mais ce sont aussi tous les intermédiaires. Donc ce sont les agences d'adoption, ce sont les travailleurs sociaux, ce sont les psychologues, c'est l'État aussi, par exemple, dans le cadre de l'adoption internationale. Pour rentrer en France, un enfant doit avoir un visa délivré par le ministère des Affaires étrangères, qui donc depuis les années 80 permet de compter le nombre de personnes qui sont rentrées en France par le biais de l'adoption internationale. Et c'est pour ça aussi qu'on a eu une discussion lundi sur l'adoption comme forme d'immigration, l'adoption internationale comme forme d'immigration, puisque c'est comptabilisé par le ministère des Affaires étrangères par le nombre de visas délivrés. Donc voilà, pour moi ça aussi, il y aurait tellement de points d'entrée, et pour l'instant effectivement c'est pas forcément ce qu'on voit. Moi je voudrais vous demander si, donc tu as déjà parlé des tropismes, qui sont la recherche des origines et les retrouvailles, mais est-ce que vous auriez vu d'autres points qui relèveraient d'une esthétique de l'adoption ou d'une esthétique de la représentation des personnes adoptées et de l'adoption dans les films qui ont été proposés? Et aussi, je voulais dire que Le Fils passe ce soir, ici même, si vous ne l'avez pas vu, des Frères Dardenne, à 19h30. Donc voilà, n'hésitez pas. Là, je pense à Velvet Goldmine, que je trouve que c'est une inclusion assez intéressante dans ta liste de films. Et cette idée de l'adopter comme une figure un peu transgressive qui permet d'explorer plusieurs pistes fictionnelles. Et j'ai l'impression, après peut-être que c'est pas l'intention de Todd Haynes, et quand on connaît son œuvre un peu, on sait que voilà, il y a une grande dimension expérimentale, mais que de prendre un personnage d'adopté lui permet de créer des personnages fantasques, à la vie un peu débridée, et lui permet aussi des choix de mise en scène avec ses zooms, avec ses couleurs et ses changements de ton dans le film. Donc je ne sais pas s'il y a une esthétique des adoptés, je ne sais pas si je suis légitime pour en parler en tant que non adoptée, mais je pense que la figure de l'adopté, elle permet, du fait qu'elle transgresse une certaine configuration de la famille, de la filiation, cette idée que la famille c'est le sang, etc. Elle permet des pistes fictionnelles intéressantes. Je pense que c'est pour ça que les comics et Marvel et le dessin animé se sont beaucoup emparés de ce genre de personnage, parce qu'on va dire que pour le personnage adopté, il y a une sorte de trou qui serait l'absence de parents, ou l'absence de filiation, et dans ce trou peut rentrer une fiction, une sorte d'invention formelle, scénaristique, et je pense que c'est pour ça que c'est un personnage qui fascine la pop culture, et voilà, donc je pense que de penser l'adopter comme une figure transgressive, ça permet aussi de penser une esthétique transgressive qui serait pas le réalisme social à la Mike Leigh, voilà. Et je voudrais juste dire effectivement aussi que ça me fait penser à la question de l'auto-engendrement, et que dans les Marvel, je pense que la posture de personnes adoptées permet cette recréation d'une autre identité qui est celle du super-héros. C'est aussi dans Velvet Goldmine, je crois je ne sais pas pourquoi j'ai noté ça, mais il y a un moment, un dialogue qui dit « singled out for a great gift ». Et il a été, en gros, que l'adopté est mis en scène comme quelqu'un de singulier. Et quelqu'un de singulier, c'est l'artiste. Enfin, c'est un peu ce que vous disiez toutes les deux sur le film, mais c'est quand même intéressant qu'il y ait qu'on soit obligé qu'on en passe par là, en fait, pour dire, parce que Wilde, c'est quand même vraiment, et Bowie, c'est aussi queer. Enfin, c'est-à-dire que c'est une filiation qui est qui est marquante dans l'histoire contemporaine d'aujourd'hui, donc quelque chose qui peut venir à la fois moi, ça me passionne. C'est une forme d'intersectionnalité d'un certain point de vue, quoi. Enfin, il y a quelque chose qui se joue là. Il y a aussi cette idée quand même de le trauma, qu'est-ce que c'est ? Encore une fois, si on raconte que des traumas, quand on parle d'adoption, ça devient compliqué. C'est comme, ça me paraît pas être le bon point de vue, en tout cas, mais on peut pas dire que ça n'existe pas. Tu disais tout à l'heure par rapport à Couleur de peau, miel, où il y a vraiment deux expériences de l'adoption qui sont
très très dissemblables à l'intérieur même de la famille. Pour ce qui concerne ma sœur, c'est plutôt une expérience difficile aussi. Enfin, ça, c'est pas aussi tragique que dans le film, mais ça se rapprocherait plus de sa sœur que du héros du film. Et du coup, moi, il y a un personnage dont je me rends compte, en fait, et je l'ai lu en regardant la liste des personnages adoptés. Si on va sur Wikipédia, en fait, il y en a des dizaines. Alors, il y a abandonné ou adopté. Pardon d'utiliser encore ce mot, mais je n'arrive pas à dire autre chose, mais je peux essayer de le dire, séparés de leurs parents. Mais c'est Jessica Jones qui est dans une série qui est sur Netflix et qui, elle, est une sorte d'incarnation de la colère féminine, du trauma également, donc elle a été abandonnée. Et c'est aussi une femme qui a été violée, et dont tout le récit de la première saison est d'ailleurs beaucoup plus centré sur son stress post-traumatique et son trauma vraiment suite à l'agression sexuelle qu'elle a subie au viol. Et je me disais voilà que il y a quelque chose qui se travaille par là de cette idée de représenter le trauma et comment et finalement ce trauma, en tout cas, alors c'est pas un reproche que je ferais à Jessica Jones, c'est difficile de comparer les traumas. Enfin, je suis pas dans ce truc-là, mais en tout cas, c'était plus cohérent de structurer un récit sur l'agression sexuelle que sur ses origines à elle et d'où elle venait et potentiellement une forme de... Parce qu'on voit que c'est quelqu'un qui est en colère tout le temps et on se dit que cette colère vient de là. Et moi, je me dis qu'elle vient de plein d'endroits, en fait, et que j'aimerais bien tous les voir. Enfin, c'est quelque chose qui me... Voilà. Mais sinon, sur l'esthétique même c'est une question qui est très très difficile. Il y a une forme d'autofiction qui est toujours intéressante, que ce soit chez Jung. Moi, j'ai pas lu les BD, j'ai vu que le film, ou Sophie Brodier qui a fait plusieurs films avec Myriam Aziza, puis ensuite seule sur ces questions, et qui ensuite a élargi. C'est-à-dire que, enfin, même dès le départ, en fait, elle a parlé beaucoup du rapport des gens à leur corps et à leur mémoire. Elle a parlé à des rescapés d'Auschwitz sur des histoires de tatouages qu'ils avaient fait enlever avec leur numéro. Enfin, elle a vraiment travaillé cette question de l'identité de manière exponentielle, je dirais, à partir de sa propre expérience au départ, quoi. Pareil, je pense que c'est compliqué de parler d'esthétique. Par contre, il y a deux choses qui me frappent dans comment est-ce qu'on met en scène des récits, c'est les corps, en fait. Et en fait, je suis helléniste à la base, donc je vais revenir encore à Oedipe Roi de Sophocle. Oedipe, il est marqué physiquement, c'est-à-dire qu'on lui laisse une trace physique, on lui perce ses chevilles qui vont devenir enflées, et son prénom vient de là, ses chevilles enflées. Et cette idée d'être percée, après, sa mère Jocaste va se percer les yeux et en même temps va se suicider avec une corde. Et il y a cette idée du lien physique. Comment est-ce qu'on le représente, le lien de la filiation, comment est-ce qu'on le représente, le lien géographique, comment est-ce qu'on le représente. Et j'ai l'impression que pas dans tous les films qu'on a vu aujourd'hui, mais dans certains, il y a cette question de la trace physique du corps. Et notamment, je trouvais que c'était peut-être dans le film d'Ougny Lecomte, Je vous souhaite d'être follement aimé, c'était ce qui m'a intéressé le plus dans sa mise en scène, c'était comme le personnage principal donc, est kiné et va retrouver sa mère sans savoir que c'est sa mère, mais elle va travailler sur le corps de sa mère. Et quelque part, il va y avoir une inversion puisqu'elle prend sa mère dans ses bras. Et j'ai trouvé que c'était très beau, en fait, cette idée de est-ce que le corps garde des traces physiques, et aussi l'idée que notre corps, est-ce que c'est le même corps que celui de notre mère biologique, et quand ces deux corps se rencontrent, qu'est-ce que ça crée. Et dans ce film, le fait aussi que le garçon de cette jeune femme qui a été adoptée est un petit garçon racisé, donc après je n'ai pas envie de révéler tout le film, mais il y a cette question de qu'est-ce qui est transmis et qu'est-ce qui se voit dans la transmission. Et comme le personnage principal est joué par Céline Salette, on ne comprend pas tout de suite pourquoi son petit garçon est un petit garçon racisé. Et du coup, quelles traces restent et comment est-ce qu'on filme ces traces s'il y en a.
voilà, je trouvais que c'était peut-être autour de ces questions des corps et de la rencontre des corps et des traces que ça laissait, qu'il y avait peut-être quelque chose à creuser. Moi, j'ai plutôt une question pour toi, en fait, parce que tu parlais de tout ce méta-discours de narration et de l'adopter comme une sorte de fiction, en fait. Et je me demandais si tu avais, toi, décidé d'investir la forme du documentaire contre ça, ou parce que, ou pour une autre raison. C'est intéressant que tu parles de fiction, d'adoption, parce que nous aussi, le contenu qu'on a, c'est surtout des séries, et donc surtout de la fiction, et c'est surtout sur le mode du mélodrame. Donc, je ne sais pas, si toi, tu as beaucoup pensé à ça quand tu as pensé à ce film, quelle forme ça allait prendre ou pas? Alors moi, je vais juste dire un truc qui m'est venu à l'idée quand tu parlais, Iris, avant que j'oublie. C'était que justement, sur les traces dans le corps, on retrouve ça beaucoup dans les films de super-héros. C'est-à-dire que ça, c'est vraiment central. C'est-à-dire qu'est-ce qui leur reste de leur filiation? Bah justement, c'est ces super-pouvoirs, etc. Et c'est ce qui, en même temps, les distingue et les raccorde à leur filiation antérieure. Donc c'était juste, ça m'a fait penser à ça. Et oui, pour le prochain film, la première question, c'est qu'effectivement, il s'agissait de rester dans le domaine du documentaire aussi pour des questions économiques où moi, je ne savais pas si on pourrait lever assez d'argent à ce stade pour une fiction, etc. Et puis parce que moi, ce qui me manque aujourd'hui, je dirais de façon plus urgente que de travailler sur l'imaginaire collectif et après ce deuxième, là, moi, je vais passer à la fiction, mais... je pense que, par exemple, que ce soit sur la question des femmes noires ou que ce soit sur la question de l'adoption et des personnes adoptées, je trouvais que ce qui me manque vraiment, c'est d'entendre les personnes concernées faire un retour sur leur expérience. Et que du coup, ce serait génial de pouvoir le traiter dans la fiction, mais moi, à titre personnel, j'ai l'impression que là, ce qui est urgent, c'est qu'on nous entende spécifiquement sur comment nous, on l'a vécu, comment nous, on l'a vu, etc. Et du coup, là, l'idée, c'était ça me semblait encore important de rester dans le réel, mais par contre d'explorer une autre forme documentaire. Et en fait, ce qui est venu de façon évidente, c'était la forme du film d'archives, parce que justement, la vie des personnes adoptées, c'est une vie qui est marquée par la question des traces et des archives, celles qu'on n'a pas, ou celles qu'on se constitue, ou celles qui sont constituées sur nous, que ce soit par l'État, par nos familles, et celles ensuite qu'on se constitue soi-même avec cette question de, encore une fois, là c'est pas du tout une étude sociologique, hein. Mais hier, quand on parlait donc, sur les questions de handicap, de transidentité et puis d'adoption, Karine Espinera, donc, qui est une sociologue qui travaille sur les questions de genre, de transidentitaire, qui est une personne trans également, remarquait elle aussi, parce que j'ai commencé la conversation d'hier avec un extrait de la préface du livre Art et abandon des adoptés se racontent. Parce que ce livre, justement, place au centre la question du fait qu'il y ait énormément de personnes adoptées qui sont des artistes. Donc effectivement, je pense aussi, c'est pour ça que moi je me suis beaucoup reconnue dans Velvet Goldmine, le côté queer, le côté expression artistique. Et en fait, Karine disait qu'elle aussi, elle avait l'impression qu'elle était entourée d'artistes, qu'un grand nombre des personnes trans qu'elle connaissait étaient des artistes. Donc c'est pour ça que je dis c'est pas une enquête sociologique, parce qu'on a aussi tendance à se rapprocher de gens qui nous ressemblent. Donc c'est pas parce que moi je suis adoptée et une artiste et que je connais plein d'adoptés artistes que tous les adoptés deviennent des artistes. Mais ce que je trouve intéressant là-dedans, c'est qu'il y a vraiment cette question de la recréation d'identité, de devoir réinventer quelque chose, d'être de toute façon face à la norme dès le départ de notre parcours et de ne pas forcément la comprendre. Moi, ce que j'explique souvent, c'est que pour une personne adoptée, de fait, nous avons 4 parents. Dans nos psychés, qu'on les connaisse ou pas, on sait qu'il y avait 2 parents qui nous ont donné la vie et il y en a 2 autres qui nous élèvent par la suite. Donc, dans une société qui considère que la famille, ce sont les liens du sang, dans une société qui de plus en plus promeut une vision, en tout cas assez réactionnaire et qui est vraiment contemporaine, hein, le slogan de la manif pour tous, là, un papa et une maman, c'est quelque chose qui est très contemporain. Il suffit de remonter avant la révolution industrielle, de regarder les familles paysannes, les familles ouvrières, où on peut avoir plusieurs générations sous le même toit, où on peut loger un autre ouvrier et où on va avoir un rapport beaucoup plus fluide à la famille. Il suffit de regarder des sociétés non occidentales où on peut avoir 4 mères parce que voilà, c'est comme ça, ou qu'on va appeler quelqu'un ma sœur parce qu'elle a vécu avec nous 3 ans et que c'est suffisant pour considérer qu'elle fait partie de la famille. Et donc du coup, pour moi,
quand j'ai grandi dans ce rapport à la norme, où en fait, ce qui m'est présenté n'est absolument pas mon expérience et pas du tout comment je vois le monde, je me rends compte que cette vision du monde-là, elle a besoin d'être partagée aujourd'hui, et donc à partir d'expériences, on va dire, vécues, et à partir d'un récit qui colle plus à la réalité, parce que je me dis, il y a tellement de gens à qui ça ferait du bien d'entendre ça. C'est-à-dire qu'on est quand même à une époque où il y a les familles recomposées, il y a les familles homoparentales ou transparentales, il y a les mères célibataires, ou en tout cas les parents célibataires, et les personnes adoptées peuvent venir donner un regard là-dessus. Qu'est-ce que ça veut dire d'avoir plusieurs figures parentales, qu'elles soient présentes ou pas dans nos vies? Qu'est-ce que ça veut dire aussi qu'elles deviennent présentes plus tard dans nos vies? Et ça c'est quelque chose qui est complètement un écho aux familles justement recomposées, etc. Donc c'est vrai que pour moi, c'était vraiment de me dire, là on a besoin d'être dans le réel et de pouvoir s'exprimer en tant que personne adoptée, donc d'où le documentaire, et puis le film d'archives aussi parce qu'à titre personnel, je me suis rendu compte dans mon parcours que les personnes adoptées ont souvent beaucoup d'archives, parce que comme... Alors ça c'est une explication qui vient de la psychanalyse, qui est la question du mythe de la naissance. Et puisqu'il n'y a pas la grossesse, et il n'y a pas la possibilité de créer ce mythe de la naissance, eh bien à l'arrivée des enfants adoptés, il va y avoir la création d'un autre mythe, et qui va être une forme de surdocumentation d'archives, c'est-à-dire qu'on prend les photos à la descente de l'avion pour les personnes qui sont adoptées à l'international, mais moi j'ai été adoptée nationalement, et je ne me rendais pas compte que les personnes qui n'étaient pas adoptées n'avaient pas autant de photos et de vidéos d'enfants. Moi j'ai tout, j'ai dans des enveloppes les premiers cheveux d'Amandine, les premières dents d'Amandine, il y a des kilomètres de Super 8, de photos, on est plein d'adoptés à même avoir quasiment les mêmes albums photos, c'est-à-dire les photos, alors je ne sais pas parce qu'on est aussi souvent adoptés par des profs, donc il y a peut-être un côté aussi qui est un petit de faire des herbiers, je ne sais pas, mais la petite photo avec le petit papier dessous qui dit vacances à machin. Donc même ça, même le fait que visuellement nos archives soient organisées de la même façon, qui est vraiment cette volonté de documenter notre arrivée dans la famille, de nous faire rentrer aussi dans la famille par cette documentation, de nous filmer, de nous photographier dans les événements familiaux et les baptêmes et les mariages, etc., etc. Donc pour moi, il y avait quelque chose de tellement... et aussi de visuellement saisissant, parce que ces générations, beaucoup de personnes issues de l'adoption internationale ne sont pas blanches, donc c'est aussi toutes ces photos. Alors déjà, la photo de famille a une esthétique qui lui est propre, que moi je trouve fascinante, et en plus, les photos qui sont les photos des années 70-80, avec ces enfants noirs asiatiques au milieu d'une famille de blancs, avec derrière la tapisserie années 70, etc. Il y a quand même quelque chose de visuellement incroyable, et de possibilité de mélanger tous ces médias, qui est aussi ce qu'a fait Jung dans Couleur de peau miel, c'est-à-dire mélanger le Super 8, la photo. Alors dans Couleur de peau miel, c'est l'animation et puis ses archives personnelles à lui, mais je pense qu'effectivement on est traversé par ça en tant que personne adoptée, la question des archives et du discours qui est produit sur nous, et peut-être c'est de là aussi que vient la surreprésentation des artistes chez les adoptés, de la nécessité de reconstruire, recréer un discours. Et si vous avez 2 secondes, je vais vous relire à vous aussi la citation sur la question de la créativité. Donc citation de Sandrine Dequinze dans la préface du livre « Art et abandon des adoptés se racontent ». La question de la créativité est commune pour toutes les personnes qui traversent un abandon puis une adoption, car ces événements de vie agissent comme des contraintes à se construire une identité singulière, sans modèle préalable. Si être abandonné, c'est devoir se forger soi-même, recoudre les vides, les trous et réparer les absences de traces, les ruptures, les discontinuités, c'est une contrainte à mobiliser toutes ces ressources créatives pour grandir et les investir dans la construction de leur devenir. Et donc voilà, je pense que ça a complètement un lien avec le choix du documentaire, et en particulier du film d'archives comme genre documentaire. Moi j'ai hâte de voir, parce que c'est vrai que donner des récits, c'est donner des armes, quoi, d'une certaine façon. Et c'est quelque chose qui m'a... que je pense, à moi et à ma famille, nous a manqué, en fait, vraiment, concrètement, hein, je veux dire, bêtement, tu vois, un truc très très basique, c'est-à-dire une sœur qui n'a pas la même couleur de peau que moi, qui arrive dans un milieu, disons, classe moyenne, blanche, c'est pas des profs, mais tout comme, il y a quelque chose de l'ordre vraiment
ce concept d'outsider within là, dont tu as parlé, ça aussi, ça m'aurait beaucoup, ça nous aurait aidé. Et ça date d'il y a une dizaine d'années, tu disais à peu près Enfin, le livre Outsider Within date d'une dizaine d'années, mais l'écriture du concept par Patricia Hill Collins, c'est les années 90. D'accord, ouais. Donc nous, on avait 10 ans d'avance sur cette question-là, on ne pouvait pas le savoir. Et puis, je vois bien qu'on était aidés ni par la fiction, ni par les... Il y a une sorte de... Voilà, il y avait une association qui s'occupait, mais après, on fait quoi? On fait des goûters une fois par an avec les 4 enfants d'origine indienne de la région qui ont été adoptés par des familles. Et donc, voilà, il y a ces questions-là. Donc, je me dis que si on avait des outils un peu plus bienveillants et qui posent des questions, et surtout qu'on donnait la parole en fait à des personnes sur leur expérience tout simplement, parce il y a pas mal d'autofiction, hein, Sophie Brodier et Jung, c'est quand même des récits qui sont à la première personne, mais un récit collectif, là, moi j'ai jamais vraiment entendu parler de ça, donc ça fait envie. Ben voilà, on va essayer de terminer ça rapidement pour pouvoir le partager avec tout le monde. Est-ce que j'avais... Pardon, j'ai perdu mes questions du coup, mais je crois que j'ai à peu près... Oui, du coup, là, tu viens un petit peu de le dire. Moi, je voulais juste qu'on parle peut-être rapidement de la différence, mais il y en a aussi pas encore assez, de films réalisés par des personnes adoptées, de qu'est-ce qu'on peut noter, et peut-être effectivement la différence principale est la question de l'autofiction, et donc du coup, qui serait intéressant de savoir quand est-ce qu'on va passer au stade où des personnes adoptées vont faire des récits sur l'adoption qui dépassent le récit de soi, que ce soit en documentaire avec j'ai recherché mes origines, ou en fiction avec l'histoire de ma vie, effectivement. Alors, moi, je regarde pas This Is Us, mais j'ai des échos. Et encore une fois, comme je disais tout à l'heure, j'ai l'impression que quand même le mode dominant, c'est surtout le mélodrame. Et je pense que plus on aura de récits écrits et produits par des adoptés, plus on aura peut-être un mélange de tons, je sais pas, de la comédie ou autre chose, mais je pense qu'on, par exemple dans ton cas, tu es un peu dans une littérature de l'urgence où voilà, il faut produire un documentaire collectif très rapidement parce qu'il y a un manque, et plus il y aura de ce genre de documentaire et de fiction, plus on aura une diversité de tonalités, et je pense que ouais, c'est ce qui manque, quoi. Et puis il y aura surtout une précision dans les points de vue, dans les personnages. Je pense que c'est ça c'est comme ça qu'on va voir en fait qu'il y a une sorte d'appropriation de la part des adoptés de leur propre histoire. C'est quand on verra plus de diversité dans les tonalités et dans les genres. C'est parce que ça pose la question plus large de qui on inclut au récit et à qui on permet d'exprimer des choses. Et donc, s'il y avait des salles d'écriture de séries en France, ça n'existe pas trop, mais ça serait une façon de faire venir des scénaristes adoptés, par exemple, qui puissent parler d'une expérience, mais même pas forcément pour qu'il y ait les personnages d'adoptés, enfin pas quelque chose juste de l'ordre de... Enfin, moi, je parle presque d'un monde idéal, là, parce que c'est tellement peu... la question est tellement peu posée que... Effectivement, je suis curieux de voir ce que va faire Oni Leconte, par exemple, pour la suite, parce que ces 2 premiers films sont marqués par des expériences, même s'ils sont très différents, ils sont même ultra différents, en fait, presque formellement même. Et on se dit que voilà, on a envie de voir une carrière entière, ça doit exister chez des artistes, et moi je connais peut-être pas assez de choses sur cette question-là, mais pour l'instant, c'est difficile d'aller beaucoup plus loin que ça. C'est-à-dire que aller au-delà de soi et se décentrer, il faut déjà qu'on ait pu s'exprimer au départ et se centrer, enfin, d'être écouté, quoi. Je rejoins un peu en fait ce que vous dites ensemble. J'ai l'impression qu'on n'a pas encore de corpus. Donc on a besoin d'un corpus de base après pour avoir plein d'autres choses. Donc tant qu'on n'a pas ces récits-là, c'est très difficile d'aller au-delà. C'est-à-dire qu'on a un grand besoin d'entendre ces voix. Et je pense qu'il est trop tôt
Il faut qu'on entende beaucoup plus de choses et qu'il y ait beaucoup plus de fiction ou de documentaires ou d'autres formes en fait d'expression pour qu'en France, en tout cas, qu'on ait... en fait, c'est intéressant parce que j'en reviens à ce que tu disais sur tous ces méta-récits qui font partie de la vie des personnes qui ont été adoptées. C'est comme si il nous manquait des formes de fiction et de récits. C'est comme si toutes ces histoires qui avaient été racontées au sein d'une vie d'une personne n'avaient pas été transmises à toutes les personnes pour qui l'adoption ne fait pas partie de leur vie. Et moi, je trouve que ça manque, en fait. C'est comme si il nous manque une archive. Voilà. Merci beaucoup pour vos réponses. Et maintenant, s'il y a une ou deux questions dans la salle, n'hésitez pas, ne soyez pas timide. J'ai écouté ce débat avec beaucoup d'intérêt et je suis arrivée à... Je travaille dans le monde de l'adoption. Et en fait, il y a une véritable question pour moi, c'était la temporalité. Je me suis dit que ce débat était adressé notamment au niveau de l'adoption internationale, pour je dirais des jeunes, des hommes, des adultes maintenant, qui sont nés avant 93. Parce que depuis 1993, il y a la Convention de La Haye. Tout à l'heure, Amandine a évoqué les causes de l'adoption. Et en fait, aujourd'hui, je ferai appel simplement au tsunami de 2004. Lors du tsunami, il n'y a pas eu un seul enfant. C'était une catastrophe naturelle. Aucun enfant n'a été adopté. Parce que justement, aujourd'hui, on n'a plus le droit, lorsqu'il y a des conflits armés, lorsqu'il y a des catastrophes naturelles, d'adopter. Donc ces enfants restent sur place et sont en général confiés à leur famille, à la famille élargie, à leurs voisins, à des proches, enfin des proches ou moins proches, mais restent sur leur pays. Donc c'est vrai que moi je me suis dit que la discussion que j'ai entendue était super intéressante parce que j'ai travaillé, et je me suis beaucoup informée sur différents films et vous m'avez ouvert toute une nouvelle culture sur les séries anglaises, américaines, parce que je dois avouer que ce n'est pas ma génération, mais je me suis dit que les enfants que mon agence permet d'adopter aujourd'hui ne se retrouveront pas sur ces sujets, parce que d'abord ils sont trop jeunes et que, comme je vous dis, avec la temporalité, ils n'auront pas été adoptés dans les mêmes conditions. Alors ça, c'était la première chose que je voyais. Alors je vais juste répondre sur ce premier point, puis après vous direz la suite. Il faut rappeler que le mois des adoptés, justement, s'adresse en priorité à un groupe à qui il n'a jamais été quasiment parlé, c'est-à-dire les adoptés adolescents et adultes. Beaucoup de ce qui est proposé dans le monde de l'adoption est à destination des enfants ou des parents ou des candidats, mais les personnes adoptées qui sont aujourd'hui adolescentes et adultes se voient proposer assez peu d'activités, de réflexion et justement de corpus théorique ou de films. Et c'est vraiment ça qu'on vient, on va dire, peut-être pas réparer, mais en tout cas qu'on vient compenser. Et donc je pense qu'en France, voilà, on n'a pas les statistiques exactes, mais entre les adoptés nationaux et internationaux, il y a au moins 250 000 personnes qui sont adoptées en France, dont la grande majorité, justement, par rapport à ce que vous dites. Bon, la Convention de La Haye, c'est 93, la ratification par la France, c'est 98, donc il y a eu 5 ans où il ne s'est pas passé grand-chose en termes de changement de pratique. Donc on peut dire qu'à partir des années 2000, et c'est d'ailleurs le moment où chutent drastiquement les adoptions internationales, à partir des années 2000, effectivement, arrive beaucoup plus d'éthique dans l'adoption internationale. Mais justement, on est en 2018. Donc la majorité, l'immense majorité des personnes qui ont été adoptées en France, en particulier à l'international, c'est dans la tranche 60-90, où là, ça a quand même été souvent le Far West. Et donc, du coup, c'est aussi pour ça qu'on est beaucoup là sur des questions politiques, etc., puis d'essayer de faire des ponts avec d'autres sujets, parce que c'est ce qui n'est encore pas abordé dans l'espace public, en tout cas francophone. Moi, j'ai créé le mois des adoptés sur le modèle du National Adoption Awareness Month qui existe aux États-Unis, au Canada, et qui a lieu donc en novembre et en Angleterre depuis les années 70, et qui historiquement avait servi à beaucoup banaliser les familles adoptantes, faire connaître l'adoption comme pratique dans le monde, auprès du grand public, et puis depuis une quinzaine d'années est réapproprié par les personnes adoptées dans le monde anglo-saxon,
qui ont créé des hashtags sur les réseaux sociaux, flip the script, donc qui étaient renverser la narration, faire exister les personnes adoptées dans l'espace public, etc. Et moi, c'est vrai que je m'inscris beaucoup dans cette veine-là qui est où sont tous ces adoptés, quelles ont été leurs expériences, nos expériences. On est aujourd'hui une majorité à être adolescents et adultes, et même si celles et ceux qui arrivent n'arrivent pas exactement dans les mêmes conditions, ils vont bénéficier de ces discussions-là. Ils vont aussi voir justement que la pratique a évolué, et à leur bénéfice, ça c'est certain, mais qu'il y a toute une histoire de l'adoption internationale, toute une évolution, et c'est pour ça, nous, on fait un film qui va de 45 à nos jours, avec des personnes qui auront entre 20 et 75 ans. Parce que déjà moi, hein, mon expérience, moi qui ai 34 ans, c'est pas l'expérience de Young qui en a 51, et c'est pas l'expérience de quelqu'un qui a été adopté, je sais pas moi, du Vietnam, et qui aurait les plus vieux, ils sont en Belgique, hein, souvent, et aux États-Unis, c'est les adoptés de la Seconde Guerre mondiale, ceux qui ont été appelés les Brown Babies, qui étaient les enfants des GI afro-américains ou des troupes coloniales françaises en Allemagne, et qui voilà, sont les gens qui ont 70 ans aujourd'hui, etc. Leur expérience de l'adoption, où il y avait encore par exemple le secret, qui sont des personnes qui ont parfois découvert qu'ils étaient adoptés à la mort de leurs parents, parce qu'en plus ils étaient noirs, adoptés dans des familles militaires afro-américaines noires pour les Brown Babies, Black Germans, comme ils s'appellent aujourd'hui, vu qu'ils ont effectivement facilement 65 à 75 ans. Donc voilà, c'était pour dire qu'effectivement, c'est pas forcément, en tout cas, c'est même pas du tout destiné, ça peut être intéressant pour des enfants ou des familles qui adoptent aujourd'hui, mais c'est vrai que notre focus, c'est vraiment de se tourner vers cette génération, justement ce dont parlait Olivier aussi, vers toutes ces personnes qui n'ont eu accès à rien, que ce soit leurs parents ou eux-mêmes quand ils grandissaient. Moi, voilà, j'ai eu de la chance, j'ai grandi à l'époque où il y avait Surya Bonali à la télé. Mais moi, on n'est pas nombreuses, mais c'est une blague, en même temps, c'en est pas une. Ça a été une illumination pour moi qui est Surya Bonali. Elle était noire, elle était adoptée, elle faisait des trucs incroyables, etc. Et ça m'a permis de me dire que j'étais pas toute seule, qu'il y en avait d'autres. Bon, voilà. Mais donc, on est aussi beaucoup dans cette logique-là. Et l'autre chose, c'est, j'entends bien que c'est à qui vous vous adressez, mais comme aujourd'hui l'adoption a aussi beaucoup changé, imaginez qu'il y a des ados, c'est-à-dire que nous on permet l'adoption jusqu'à l'âge de 15 ans. Donc on a, je dirais, même si on est né il y a 12 ans ou 13 ans, on a déjà des majeurs, donc ceux de votre cible qui ont une adoption complètement différente. Par contre, c'est vrai que là où je me suis interrogée, c'est lorsque vous parliez de l'image différente qui sera renvoyée. J'espère que l'image sera différente, mais je crois que tous les enfants adoptés ont quand même au départ une souffrance. Oui, mais ça, je pense pas. En particulier, quand on n'est pas une personne adoptée, je pense vraiment que ça va être intéressant de faire exister, par exemple, la question de la recherche des origines. Pour moi, c'est un lieu commun. Pour les personnes adoptées, il y en a plein que ça n'intéresse pas. Et que peut-être ça n'intéressera jamais. Et je pense vraiment, il y a eu beaucoup de choses qui ont été écrites, pensées par des personnes qui n'étaient pas adoptées. Et comme aujourd'hui, on a des générations entières qui peuvent s'exprimer, bah, ça va être intéressant de faire exister leur point de vue et leur approche, par exemple, à ce qu'est la famille ou à ce que peuvent être même les retrouvailles. Nous, je sais qu'on a rencontré un jeune homme qui nous a dit « Ma famille a absolument tenu à ce qu'on aille au Sri Lanka, qu'on rencontre ma famille biologique. Voilà, il y avait un traducteur, j'ai vu ma mère biologique. Moi, ce qui m'intéresse, ce serait plutôt de découvrir le Sri Lanka. Et puis, lui, il est sur d'autres thématiques politiques et de s'allier avec des militants au Sri Lanka sur ces thématiques-là. Et ce n'était pas sa famille biologique qui l'intéressait. Moi, c'est ces histoires-là que j'ai envie d'entendre parce que, ça, franchement, tout le monde part du principe qu'on est animé par ce désir de retrouvailles et de recherche des origines. Et en fait, ce n'est pas forcément le cas. C'est aussi pas vraiment mon cas non plus. Moi, j'ai 34 ans. J'ai été voir mon dossier à 18. Et puis, je sais que si un jour j'ai beaucoup d'argent, je paierai un détective privé, mais plutôt dans l'idée de me dire, je sais que j'aurais fait tout ce qui est possible pour rechercher mes origines. Mais en fait, c'est pas un truc qui anime ma vie. Donc ça, par exemple, ne serait-ce que cette narration-là, de la recherche des origines comme point central de l'identité des personnes adoptées, moi, ça me semble quelque chose qui va être intéressant de confronter à l'expérience de personnes adoptées qui s'en foutent un peu, en fait. Et je pense qu'on est un certain nombre. Pardonnez-moi, je ne veux pas mobiliser, je vais surtout passer le micro. Justement, la recherche des origines, c'est un vaste sujet, c'est un sujet magnifique et je dois avouer que je travaille un petit peu dessus. Mais là aussi, ce n'est pas, entre guillemets, la boîte de Pandore. Il faut faire très attention. Pourquoi ? Parce qu'il y a des pays où vous ne retrouverez jamais les origines.
Par exemple, aujourd'hui, lorsque nous permettons l'adoption, lorsqu'un enfant est adopté en Chine, il ne retrouvera jamais ses origines, parce que tous les enfants sont abandonnés devant, je vais faire le côté un petit peu cynique, devant le Franprix, enfin c'est devant le supermarché du coin. Donc ça, c'est réglé. Il n'y aura jamais une possibilité de trouver une famille en Chine. Par exemple, en Bulgarie, ça sera aussi infaisable, hélas. Oui, mais sauf s'ils se mettent à faire les tests ADN, qui est ce qui se fait aux États-Unis. Par exemple, aux États-Unis, maintenant, c'est quasiment impossible d'avoir une adoption sous le secret parce qu'il y a tellement de personnes qui sont enregistrées dans les systèmes de dons, dans les systèmes de recherche par ADN, qu'aujourd'hui, quasi systématiquement, les personnes nées aux États-Unis sous le secret retrouvent leur famille par le biais des tests ADN, parce que maintenant, je ne sais plus, mais c'est un très fort pourcentage de personnes américaines qui sont enregistrées dans les banques ADN, qui fait qu'avec les triangulations, ça devient très facile. Donc, on ne sait pas. Pour l'instant, effectivement, le type d'adoption en Chine fait qu'on ne peut pas retrouver. Le jour où les Chinois se mettent à pratiquer les tests ADN à très grande échelle, ce sera possible de retrouver. Voilà. Et par exemple, pour la Bulgarie, c'est les enfants roms. Si jamais les parents, la maman biologique est connue, c'est elle qui risque la mort. Oui, il y a plein de sujets, mais c'est pas forcément ça dont on... Écoutez, moi je vous remercie beaucoup pour votre disponibilité et puis je vous souhaite une bonne après-midi.